Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je ne vous transporte pas dans un pays en particulier, mais je veux vous emmener dans un voyage intérieur. Et j'ai envie d'aborder avec vous une notion qui est encore assez taboue dans notre société, mais une notion que j'ai envie d'aborder et que j'ai envie de dédramatiser avec vous, qui est la notion du deuil. Voilà, alors je vous laisse avec la suite de l'épisode. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va aujourd'hui ? J'espère que vous m'entendrez bien, en tout cas, parce que là, du coup, j'ai dû rentrer dans mon bureau pour enregistrer. Je voulais me mettre en extérieur, mais finalement, l'orage a eu raison de moi et il pleut beaucoup. Donc, du coup, je suis dans mon bureau, toujours face à ces montagnes, et il y a pas mal d'orage. Donc, si vous entendez un bruit de fond à certains moments, c'est juste que le ciel est en train de nous tomber sur la tête. C'est tout. Enfin, bref. Sur ce, aujourd'hui, comme vous l'avez entendu en intro, j'ai envie d'aborder avec vous un sujet un peu particulier, un sujet qui est tabou, c'est-à-dire le sujet du deuil. Je vous cache pas que j'ai longtemps hésité à enregistrer cet épisode de podcast. J'ai longtemps réfléchi à ce que je voulais vous dire. Pour tout vous dire, à chaque fois que j'écris un épisode, je me pose sur mon carnet, j'écris les grandes idées, j'écris en fait les bullet points et les points que j'ai envie d'aborder. Mais là, pour cet épisode, ça venait pas. J'arrivais pas à mettre sur le papier ce que j'avais envie de vous transmettre. Donc, je me suis dit, écoute Lina, essaye de t'enregistrer dans le flow et vois ce qui sort et vois ce que tu vas dire. Mais sachez que quand vous allez écouter cet épisode, je ne vais pas le retoucher. J'ai pas envie. J'ai envie qu'il soit authentique. Je vais pas enlever les les en fait, les voilà, les du coup, voilà. Je viens de dire voilà. J'ai pas envie d'enlever tout ça parce que c'est un épisode qui me tient à cœur et que je veux le plus honnête, sincère et fluide possible. Donc, ça va être un épisode chargé en émotions, mais voilà, il me tenait vraiment à cœur. Normalement, à l'heure où vous écoutez cet épisode, du moins à l'heure où il sort, on doit être le 7 ou le 8 août, j'ai plus la date exacte. Du moins, voilà, on est juste après la nuit du 3 au 4 août. La nuit, en tout cas, où il y a 4 ans, ma vie a basculé. Voilà, l'orage en même temps, il y a une petite ambiance là, serait dehors et tout, j'adore. Enfin bref. Donc, la nuit du 3 au 4 août 2019, ma vie a changé. Pour le meilleur, pour le pire, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, elle a changé. La nuit du 3 au 4 août 2019, je ne le savais pas encore, mais il y a eu un avant et un après cette nuit-là. Et dans cet épisode de podcast, j'ai mis longtemps en fait à m'enregistrer, j'hésitais beaucoup avant de m'enregistrer parce que je ne savais pas où mettre le curseur sur ce que j'avais envie de vous dire et ce que je voulais aussi garder pour moi. Et voilà, j'avais du mal en fait à faire la notion de ce qui est bon à dire, ce qui
et peut-être moins bon à dire aussi. Et je savais pas trop, en fait, où me positionner. Donc, écoutez, là, je m'enregistre. Je vais dire ce que j'ai envie de vous dire. Et dans tous les cas, ce que je vous dirai sera vrai, sera authentique. Mais peut-être que certains passages, je passerai un peu plus vite dessus, ou alors je ne passerai pas de manière consciente dessus, parce que ce sont des choses que j'ai envie de garder pour moi. Et c'est une notion très importante par rapport au deuil. Et enfin, je vous dirai en tout cas mon ressenti. Voilà, le but de ce podcast, pardon, c'est vraiment que j'ai envie de vulgariser la notion de deuil. J'ai envie de mettre un coup de pied dans la porte, de l'enfoncer un bon coup et d'en parler de manière libre et de manière ouverte. Parce que aujourd'hui, pour avoir vécu un deuil que je vis encore, je pense, comme toute personne endeuillée, il y a énormément de non-dits. Il y a énormément... En fait, personne sait comment se positionner, parce que oui, on connaît tous les étapes du deuil, le déni, la colère, le machin, mais au final, chaque deuil est unique. Et, et je trouve qu'on a encore du mal dans notre société, en tout cas, où la mort est vue quand même... est presque diabolisée, enfin voilà, où la mort fait peur. Je trouve qu'on a du mal à parler de ce sujet-là. Donc j'ai envie de l'aborder avec vous, parce que selon moi c'est important. On y sera tous confrontés à cette notion-là un jour ou l'autre. J'espère pour vous le plus tard possible. Et je pense faire intervenir des personnes, des invités sur ce podcast en lien avec ce sujet, parce que croyez-moi, le deuil, il y a toujours un avant et un après, et c'est l'un des voyages intérieurs les plus intenses qu'on peut vivre, clairement. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie d'aborder avec vous. Donc je pense dans une première partie de ce podcast, je vais vous parler de cette nuit-là. En fait, j'ai envie de faire les choses tout simplement par ordre chronologique, parce que c'est plus simple pour moi de dérouler le fil chronologiquement plutôt que dans d'autres ordres, dans d'autres circonstances. Donc, en premier, voilà, j'ai envie de vous parler de comment ça s'est passé à l'instant T, de voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que moi j'ai ressenti, et, et ensuite, au fil des jours, au fil des mois, au fil des semaines, au fil des années, comment je me sens aujourd'hui et selon moi, quel travail de deuil j'ai pu faire à l'intérieur pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. J'ai pas envie, dans cet épisode, je veux pas me jeter des fleurs et me dire que j'ai réussi mon deuil, ou alors m'auto-flageller pour me dire que je l'ai pas encore assez bien réussi. Non, c'est pas ça. Je vous enregistre cet épisode parce que je sais ô combien, quand on vient de perdre un proche, ça peut faire du bien d'écouter quelqu'un parler de la perte qu'il a vécue, parce qu'il y a toujours des points où on va se ressembler, et il y a des points, je sais en tout cas, moi, qui m'ont fait du bien à entendre quand j'étais dans des périodes assez sombres. Donc voilà, à toi qui écoutes ce podcast et qui va peut-être se retrouver dans une de ces situations, eh bien, je t'envoie plein de courage, plein de bonnes ondes, et j'espère que dans cet épisode, tu trouveras ce dont tu as besoin, et tu trouveras ne serait-ce qu'une phrase, un mot ou un moment qui t'a fait du bien à écouter, à entendre. Voilà, allez, je me lance. assez discutaillé là, ça fait 8 minutes déjà que je parle pour poser le contexte. Mais voilà, c'est tellement, enfin, vous voyez, c'est tellement quand même un sujet touchy là à aborder, et j'espère vraiment que cet épisode vous parlera. Enfin bref. Nous voilà transportés dans la nuit du 3 au 4 août 2019. Donc c'est l'été. Moi, je suis encore réceptionniste dans l'hôtel en station de ski. Donc j'habite, pour vous donner un ordre d'idée, j'habite à 15 minutes de route de l'hôtel où je travaille. C'est le soir, il est 22h30, je suis réceptionniste, donc je fais la fermeture de l'hôtel. Je suis là avec mon petit trousseau de clés, là, avec une quinzaine de clés, je ferme toutes les portes et je monte me coucher. J'avais une petite chambre en fait, enfin, bon,
c'est grandir d'appeler ça une chambre. J'avais un petit placard aménagé avec un lit dans le grenier de l'hôtel. On va plus dire ça comme ça. Voilà, c'était un petit placard, enfin, ouais, on va dire c'est une micro-chambre de dépannage. Donc moi, généralement, j'aimais bien voilà, dormir là-bas quand j'étais de nuit parce que ça me permettait de sortir après si j'avais envie et puis d'être sur place pour le lendemain. Donc bref. Donc voilà, je ferme l'hôtel, j'ai toutes les clés en main, voilà, j'ai 21 ans. Enfin non, j'ai encore 20 ans. Attendez, j'ai quel âge? Oui, c'est ça, oui. J'ai 21 ans et bref, je suis en train de fermer l'hôtel sans me douter que ma vie va changer. Voilà. C'est fou des fois, comme dans certaines situations, on peut se retrouver et se dire, putain, mais si j'avais su, genre, que dans 1 heure, ma vie allait changer, est-ce que j'aurais fait les choses autrement? Qu'est-ce que j'aurais fait en plus? Qu'est-ce que j'aurais fait en moins? Enfin voilà, des fois, je trouve ça fou de prendre du recul puis se dire, mais comment c'était? Aujourd'hui, je me souviens plus de ma vie d'avant, en fait. Enfin bref. Donc voilà, c'est 22h30, je me souviens, j'ai mon trousseau de clés dans les mains, j'ai fermé la dernière porte et là, je remonte du coup dans ma chambre d'hôtel pour aller me coucher. Et là, ma maman m'appelle. Donc, chose pas très normale parce que voilà, ma mère m'appelle rarement à 22h30. Donc, je décroche et là, elle me dit, oui, Lina, papa, enfin, je suis avec papa, il a du mal à respirer. J'ai appelé les pompiers et le SAMU, ils sont en route. Est-ce que tu peux me rejoindre? Comme ça, on descend ensemble aux urgences, enfin, on suit les pompiers. Donc, moi, je suis à 15 minutes de route, donc évidemment, j'accepte. Évidemment, enfin, c'est plutôt logique. Donc, j'accepte, mais sur le coup, je sais pas, Désolée pour l'orage. Il faut pas que je m'excuse pour l'orage. Genre, j'y suis vraiment pour rien. Enfin, bref. Donc, j'accepte. Sur le coup, mon papa, voilà, a eu quelques antécédents médicaux, donc ça nous est déjà arrivé de l'amener aux urgences. Donc, en fait, je m'inquiète pas vraiment. Je suis même, voilà, j'ai pas envie de le cacher, je suis même un peu, pas un peu saoulée, mais voilà, je me dis ça va faire comme d'habitude, on va passer la nuit aux urgences pour qu'au final il reste hospitalisé et que du coup, moi je serai fatiguée pour aller bosser demain. Mais bon, c'est quand même mon père, il faut que je vienne, ma mère a besoin de moi et c'est tout à fait normal et je me voyais pas lui dire non, je viens pas. Enfin, pour moi c'était logique d'y aller. Mais voilà, j'étais un peu dans ce mood-là en mode. Bon, allez, je me prépare pour passer une nuit aux urgences. Je sais qu'après, je serai dans le rush demain. C'est pas grave. De toute façon, je dois y aller. Bizarrement, moi qui gare toujours ma voiture à l'hôtel, ce jour-là, je m'étais garée à 10 minutes à pied. Je sais même plus pour quelle raison, mais peut-être qu'il n'y avait plus de place. Enfin voilà, je m'étais garée à 10 minutes à pied de l'hôtel. Et du coup, je prends 2-3 affaires, je prends mon sac à dos, je marche. Et pendant que je suis en train de marcher, et que je passe dans le monde nocturne de Morzine, voilà, que je traverse toutes les terrasses avec les gens et tout. Je sais pas pourquoi, là mon instinct me dit cours et du coup je décide de courir le plus vite possible jusqu'à ma voiture. Je décide de taper un sprint. Moi qui, pour ceux qui me connaissent, qui ne courent pas beaucoup, qui ne courent voire jamais, voilà, je décide de taper un sprint jusqu'à ma voiture parce que je sais pas pourquoi, je me dis, Lina, il faut aller vite. Là, il faut que tu te dépêches. Alors que j'ai même pas si peur que ça, mais juste, je ressens qu'il faut me dépêcher. Donc après, je prends la route, je conduis un quart d'heure et j'arrive devant chez moi. Il y a tous les gyrophares bleus, machin. J'arrive et là, j'ai un mauvais pressentiment, mais j'arrive un peu quand même comme une fleur en me disant ça va faire comme d'habitude, ils vont le mettre sur une civière, ils vont l'embarquer et ma maman et moi on va le suivre en voiture. Et là, quand j'arrive, je croise directement ma voisine on est un tout petit village donc ça va très vite quand il y a les pompiers, forcément nos voisins c'est nos amis donc on va voir s'il se passe quelque chose, s'ils ont besoin d'aide ou quoi. Et là je vois ma voisine m'accueillir et me dire ça fait 10 minutes que le cœur de ton papa s'est arrêté. Et là, moi, je ne comprends pas, en fait. Je vais vraiment essayer de vous décrire le plus possible
ce voyage intérieur, parce que c'est quand même le sujet de ce podcast, ce voyage intérieur qui s'est passé dans ma tête. C'est-à-dire que je suis arrivée vraiment dans l'optique, voilà, je vais passer une nuit aux urgences, patati patata. Je débarque un peu comme une fleur en me disant que c'est habituel, que voilà, je vais aller faire une petite trousse de toilette, je vais descendre, machin. Et là, ma voisine me dit que ça fait 10 minutes que son cœur s'est arrêté. J'ai fait des études scientifiques, j'ai fait un bac S, j'ai quand même des petites notions en réanimation, voilà, en PSC1, tout ça. Le côté logique et conscient de moi, c'est pertinemment que 10 minutes d'arrêt cardiaque, c'est énorme, mais vraiment énorme. 10 minutes d'arrêt, c'est presque inespéré qu'il se réveille. Mon conscient sait que c'est énorme. Mais ma partie émotive, ma partie inconsciente, mon autre partie, je suis dans le déni complet. Et je me dis, ça va, 10 minutes, c'est rien, c'est même pas le temps pour aller à Morzine, c'est bon, quoi. Puis de toute façon, c'est mon père, je lui ai pas dit au revoir, du coup, il ne peut pas partir, en fait. C'est juste, j'ai cette partie-là de mon cerveau qui refuse complètement d'accepter l'idée qu'il peut mourir. Voilà, pour moi, je me dis, non, Lina, de toute façon, j'ai que 21 ans. Normalement, les gens ne perdent pas leurs parents aussi jeunes. Donc, c'est tout, quoi. Il ne peut pas partir. Et là, les minutes se passent. Donc, bref, je vois ma mère, je retrouve mon chat. Oui, très important. Oula, il y a vraiment beaucoup d'orage. Donc, bref, les minutes se passent. Ma grand-mère arrive, ma tante monte également. On comprend, en fait, petit à petit que c'est grave. Plus les minutes passent, plus moi, je me dis, il va pas se réveiller. Et puis d'un côté, je me dis, s'ils essayent encore de le réanimer, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Bref, la réanimation a duré 1h30. 1h30 où moi, il faut se mettre dans le contexte que j'étais dans le salon, lui il est au premier étage, réanimation, tout ça, et très compliqué parce que je venais de finir le travail, moi j'avais fermé l'hôtel, machin, je prends la voiture, j'arrive, paf, 10 minutes d'arrêt, j'étais vraiment... mes jambes étaient coupées, c'est-à-dire que même assise par terre, j'avais le vertige, du coup j'étais obligée de m'allonger au sol, j'avais ce besoin d'être au plus proche du sol possible, et plus le temps avançait, plus j'essayais de me faire à l'idée que non, peut-être qu'il pouvait partir comme ça et que je ne lui dirais jamais au revoir. Et ça n'a pas loupé puisque 1h30 après, la nuit du 3 au 4 août 2019, le médecin du SAMU nous a annoncé le décès de mon père. Là, s'ensuit une descente aux enfers pour vraiment... c'était juste terrible comme période. C'est-à-dire que on m'annonce ça et s'ensuit un bouleversement total de ma vie, de celui de ma mère, de celui de mes proches. Et j'ai une grosse période et je comprends honnêtement quand on parle du déni dans le deuil, mais c'est... Des fois, je sais que moi, quand j'étais extérieure à tout ce monde-là, je comprenais pas comment on pouvait se voiler autant la face et ne pas accepter ce qui est dans les faits. Mais là, j'ai vraiment compris. C'est-à-dire que je refusais. Pour moi, mon père ne pouvait pas être mort puisque je ne lui avais pas dit au revoir, en fait. Et moi, à partir du moment où je ne lui dis pas au revoir, il ne pouvait pas mourir. Donc, dans ma tête, c'était vraiment en mode, non, mais c'est pas possible. Il ne peut pas être parti. Genre, je n'arrivais pas à concevoir cette idée-là. Et en fait, cette soirée-là, dans le voyage intérieur qui s'est passé dans ma tête, je vais passer quelques étapes parce que c'est quelque chose que j'ai envie de garder plutôt personnel. Mais dans ces étapes-là, s'ensuit, vous savez, la période entre le décès et l'enterrement, il y a énormément de choix à prendre, de questions à se poser, et étant fille unique et ma maman n'étant pas bien non plus, voilà, à deux, on a essayé comme on pouvait d'organiser les funérailles, toutes les deux. Et là,
Quand mon papa était mort dans son lit, j'ai dû choisir ses habits, etc., avant que les pompes funèbres arrivent. Et c'est à ce moment-là, tout précis, quand ma tante m'a demandé de choisir les habits, c'est à ce moment-là que, dans mon voyage intérieur, dans ma tête, j'ai switché et je suis passée en pilote automatique complet. C'est-à-dire que là, je me suis transformée en machine parce que je me suis dit, c'est vraiment le chemin que j'ai eu. Je me suis dit, là, Lina, il faut être forte et genre, t'as pas le choix de l'être. C'est-à-dire que il faut que tu sois présente pour tes proches. Il faut, moi qui suis en plus dans l'organisation, la communication, machin, là, il faut que tu organises les funérailles, il faut que tu préviennes les personnes, il faut que tu sois là pour tout le monde. Du coup, mets-toi en pilote automatique, sinon tu tiendras jamais le coup, en fait. Et j'ai fait taire ce côté émotionnel de moi. Ça a été un réflexe, un vrai réflexe, et ça a été pour moi une manière de me protéger. De me protéger de tout ce flot, ce questionnement, ce regret, ce remords, ce rejet, ce déni. Enfin, ça a été vraiment cette carapace que j'ai voulu prendre en me disant, je fais la meuf forte, et là, c'est le déluge dehors, les gars, vous imaginez même pas. Je pense que même ça s'entend là-haut. Vous devez avoir un bruit de fond de pluie, voilà, désolée. Il faut que j'arrête de m'excuser pour la météo, encore une fois. Et bref, donc là, je me dis, ouais, voilà, Lina, il faut, tu sais, cette phrase de Bob Marley qui nous dit, tu sais pas à quel point tu peux être fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule option. Bah là, moi, c'était clairement ça. C'est-à-dire que je me suis transformée en robot et je me suis dit, là, il faut que je sois forte parce qu'il y a des choix à prendre, il y a des décisions à faire, il y a des personnes à prévenir, il y a des personnes à qui l'annoncer, il y a des gens à réconforter. Voilà, là, il y a un avant et il y a un après. Donc, je me retrouve dans cette situation. Je décide, je fais tout, c'est-à-dire j'accompagne ma mère au funérarium pour choisir le cercueil, le faire-part. Je fais la distribution des faire-part pendant que ma mère reste à la maison pour les personnes qui viennent. Donc je fais la distribution des faire-part et pendant la distribution des faire-part, je me retrouve en fait à aller voir des amis de mon père que je connais plus ou moins et leur annoncer le décès de mon père. Donc là, situation très bizarre parce que du coup les personnes se retrouvent très tristes mais n'osent pas montrer leurs émotions puisque je suis la fille de la victime et que ils se disent qu'ils ne peuvent pas montrer qu'ils sont tristes parce qu'ils doivent être plus forts que moi, parce qu'ils ont moins d'affect avec mon père que moi j'en ai. Donc tout de suite se passe en fait une espèce de catégorisation de la douleur et de hiérarchisation et du sentiment de je ne peux pas montrer mes émotions à cette personne puisque cette personne est plus proche de la personne décédée que moi, donc première approche du coup très étrange en fait de l'annonce du deuil parce que voilà j'ai déjà dû essayer d'accepter du coup la mort de mon père. Ça fait un jour, voilà, c'est très très récent, ça fait un jour ou deux. Et là je me retrouve voilà à distribuer tous ces papiers et du coup à me retrouver face à des personnes qui ne peuvent pas montrer, qui se retiennent de montrer leur tristesse, parce que moi je suis censée être plus triste qu'eux, mais moi je me retiens de montrer ma tristesse parce que je suis passée en mode pilote automatique, et je me dis que si à chaque fois, surtout que je ne dormais pas de la nuit, je prenais la voiture pour conduire, pour aller distribuer ces faire-part, donc je me disais, je ne peux pas craquer, puisque ça peut être dangereux pour moi. Et puis si je commence à pleurer à chaudes larmes à chaque personne que je distribue et tout, c'est bon, j'ai pas envie de me vider de mon eau, quoi. C'était vraiment ça. Donc en fait, je montrais pas trop d'émotions parce que c'était ma façon à moi de m'approprier ce qui était en train de se passer et ma façon à moi de me dire, je gère, c'est bon, ça va aller et on continue et la vie continue. Et ça, c'est un sujet aussi que j'ai envie d'aborder avec vous, que des fois, vous savez, quand vous voyez des personnes qui viennent de perdre un proche et qui ne pleurent pas, certaines personnes vont les prendre pour des gens insensibles ou
ou des gens qui refoulent leurs émotions, qui sont pas sensibles, qui étaient peut-être énervés contre la victime ou j'en sais rien. Et certaines personnes, du coup, ne comprennent pas comment c'est possible de se retenir de pleurer, de ne pas montrer, etc. Eh bien, croyez-moi, c'est possible. Et en fait, s'il y a bien une notion que j'ai envie que vous reteniez de ce podcast, c'est d'accepter que chacun peut et a le droit de faire son deuil comme il l'entend. Et vraiment, moi aujourd'hui, je suis dans le non-jugement et l'ultra-tolérance du deuil des personnes. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin de faire telle ou telle chose pour faire son deuil, bah ok, moi perso, je suis personne pour juger, je ne juge pas. Tant que la personne, ça lui fait du bien d'agir comme elle le fait, eh ben, c'est la bonne solution, vraiment. Donc bref, je me retrouve dans cette situation. J'écris un discours aussi, enfin je distribue les faire-part, j'imprime les photos, j'organise un verre de l'amitié après l'enterrement, je décide aussi d'écrire et de lire un discours à l'église pour la mort de mon père. Quand j'écris ce discours, je l'écris quand même vraiment avec le cœur, parce que c'était une période, du coup, ça arrivait la nuit du samedi au dimanche, et on l'a enterré le mercredi. Dans cette période, j'ai pleuré, surtout toute seule le soir. Je pleurais moins la journée parce que j'avais pas assez d'énergie, je pense, pour le faire, tout simplement, et parce que je savais qu'il y avait des choses à faire, il y avait des gens à voir, il y avait... Vous imaginez même pas le nombre de choses qu'il y a à faire, donc voilà, j'étais très occupée et j'avais juste pas le temps. Et puis d'un côté, ça me faisait aussi du bien de pas avoir le temps, parce que sinon j'aurais explosé, j'aurais implosé plutôt dans ce voyage intérieur. Ensuite, donc vient le discours à l'église. Le discours à l'église, je ne craque pas. Je reste encore forte parce que je me sens soutenue, je me sens écoutée et je me sens tellement bien parce que je vois tous les gens qui ont aimé mon père autour de moi avec un regard très bienveillant, et c'était vraiment un beau moment. Donc voilà, je fais le discours à l'église et c'est au moment, en fait, là où j'ai commencé littéralement à craquer et ou à m'accorder, on va dire, le droit de craquer. C'était lorsque je suis sortie de l'église. Le moment où je suis sortie de l'église pour marcher jusqu'au cimetière, c'est là, je pense, que j'ai commencé à pleurer. Mais à vraiment pleurer, même s'il y avait des gens autour de moi, même si tout ça, c'est là que j'ai commencé à pleurer. Et ça m'a fait énormément de bien de faire ressortir les émotions. Donc, tout ce moment-là se passe. La cérémonie se passe, le verre de l'amitié se passe. Toute notre famille, tous nos amis sont réunis dans ce moment. Et c'était un moment très beau parce que chacun partageait les souvenirs qu'il avait vécus avec mon père. Des souvenirs que même moi, j'avais pas forcément vécus, ou des histoires. Vous connaissez ce film Big Fish de Tim Burton? Si vous le connaissez pas, en tout cas, et si vous avez perdu un parent, ou si l'un de vos proches a perdu l'un de ses parents, n'hésitez pas à le regarder parce que je trouve qu'il aborde la notion du deuil d'une très belle façon. Et moi, en tout cas, ce film, c'est mon film préféré aujourd'hui. Et il m'a beaucoup aidé à faire le deuil. Et j'ai trouvé, certains moments du film très beaux, et certains moments m'ont vraiment rappelé ce qui s'est passé pour moi. Donc voilà, je vois des personnes qui me partagent les souvenirs qu'ils ont vécus avec mon père. Des fois, je me souviens que mon père m'avait aussi partagé ces souvenirs-là, mais vu que mon père m'aimait bien raconter des histoires et extrapoler un petit peu, forcément, j'ai pas eu les mêmes versions via ses amis, et c'était ça qui était assez marrant à comparer. En tout cas, j'ai tenu le coup, et là, je pense que je peux clore cette partie de la nuit du 3 au 4 août. Voilà. En ce qui concerne mon corps, à ce moment-là, en 3 jours, j'ai perdu... du dimanche au mercredi, c'est-à-dire jusqu'à l'enterrement, j'ai perdu 4 kilos.
Je n'arrivais pas à manger, je n'arrivais pas à boire. Je crois que je devais manger une nectarine par jour. Enfin voilà, pour vous dire vraiment ce qui se passait. J'étais du coup complètement dénutrie, j'étais fatiguée, j'avais plus aucun apport énergétique, donc j'étais fatiguée, mais en plus je me nourrissais pas, donc enfin voilà, j'étais vraiment au plus bas. Et là du coup ma patronne, parce que mine de rien je travaillais quand même, quand j'ai annoncé à ma patronne, elle m'a dit de prendre le temps qu'il me fallait, mais voilà, ça s'est passé le dimanche je l'ai appelée. Elle m'a dit de prendre le temps qu'il fallait, mais le jeudi, elle me rappelait déjà pour savoir quand est-ce que je pouvais revenir travailler. Du coup, j'ai dit, j'arrive demain, pas de souci, conscience professionnelle, machin. Et d'un côté, je me suis dit, vu que j'étais encore un peu dans ce côté pilote automatique, je me suis dit, Lina, il faut que tu enchaînes direct. Parce que si tu n'enchaînes pas, si tu ne continues pas à vivre, tu vas t'enfoncer dans un amas de mauvaises sensations, tu vas t'enchaîner à quelque chose qui ne te correspond pas et tu vas être vraiment dans un flot d'énergie négative constant et je ne pouvais pas me permettre de vivre quelque chose comme ça. Donc j'avais besoin d'argent aussi, enfin soyons honnêtes. Donc je décide de retourner travailler le vendredi. Moment assez compliqué dans ce voyage intérieur parce que quand je retourne travailler, si vous voulez, ce qui est très bizarre pour vous donner un aperçu, ce qui est quand même vraiment étrange quand on perd un proche comme ça, c'est que, en tout cas moi, j'ai eu l'impression d'être énormément entourée, d'avoir un flot de compassion, d'énergie positive, de bonnes ondes, un flot rassurant pendant, en fait, du dimanche au mercredi. Et en fait, entre la mort de mon père et son enterrement, voilà, j'ai vraiment eu l'impression d'être entourée. Et ensuite, ce dont on parle moins dans la notion du deuil, c'est l'après. C'est le jour après l'enterrement, quand toute la famille part, quand il n'y a plus personne chez soi, et que tout le monde, en fait, tout le monde est allé en enterrement, du coup tout le monde a rendu son dernier hommage, etc. Tout le monde repart à sa vie normale, et nous, et moi en tout cas, je me souviens, et moi je suis là, il n'y a plus personne, mes amis sont venus à l'enterrement, mes amis sont repartis, ma famille est repartie, mes proches sont repartis, et là, moi qui étais entourée, ça faisait 4-5 jours que du coup je voyais quand même du monde et que les gens me souhaitaient les condoléances et que je pouvais prendre mes cousins et cousines dans les bras, mes meilleurs amis et tout. Et là, la solitude quoi. T'as vraiment l'impression d'être seul au monde. Mais vraiment seul, tu te dis, tous les gens là, ils continuent. Et en fait, limite, tu leur en veux parce que tu vois que l'enterrement de ton père, c'était le mercredi et que le week-end d'après, il s'organise un barbecue et tout. Et toi, t'as l'impression que tout le monde continue à vivre, que tout le monde continue à profiter. Et il y a eu un moment où j'étais en colère avec... Enfin, c'est vraiment aujourd'hui, bien sûr, j'ai pris beaucoup de recul sur tout ça. Mais dans le fait... Enfin voilà, j'ai vraiment envie de vous apporter dans cet épisode de podcast ce qui se passe ce qui peut se passer, en tout cas, moi, ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai appris ça, parce que peut-être que si un jour vous devez accompagner un ami qui est dans la même situation, peut-être qu'il pourrait se passer les mêmes choses dans sa tête. Attention, je mets bien un grand peut-être, ce n'est pas... ce que j'ai ressenti n'est peut-être pas une généralité, mais en tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça, et pour avoir parlé à d'autres personnes qui ont aussi, elles, vécu d'autres deuils, ça arrivait assez fréquemment. Donc en fait, je vois là toutes les personnes continuer à vivre et moi, je leur en veux, je suis en colère contre elles parce que je me dis, mais elles me respectent même pas parce que moi j'ai perdu mon père et elles profitent, elles s'en foutent, mais en fait on comptait pas pour eux. Non mais vraiment, on part très loin dans sa tête et on se sent exclu en fait. Enfin, on se sent exclu, mais alors qu'en réalité, on s'entend, on ne l'est pas, mais vraiment, on se ressent comme ça parce qu'il y a cette notion aussi où les amis, les proches n'osent pas forcément t'inviter aussi à sortir. Les gens n'osent pas forcément t'inviter à passer du temps avec toi parce que
ils savent que tu es endeuillé, que tu viens de perdre ton père et qu'ils veulent pas faire de boulettes. Du coup, c'est plus simple pour eux, même si c'est quand même tes meilleurs amis et tout. Mais du coup, c'est plus simple pour eux de... pas de fuir parce que c'est pas ce qui s'est passé, mais c'est plus simple pour eux de juste se dire « Oh, il lui faut du temps, je vais lui laisser du temps pour être un peu toute seule, pour digérer, etc. » Et du coup, je vais rien lui proposer. Et c'est vrai que moi, je suis du genre à reprendre de l'énergie quand je suis seule, donc ça me dérangeait pas d'être seule, mais ça me faisait quand même quelque chose parce que même quand je voyais des personnes, des amis et tout, enfin les premiers temps après la mort de mon père, quand je croisais dans la station des personnes qui me connaissaient, je sentais leur regard lourd. Je sentais leur regard de j'ose pas, genre de je suis mal à l'aise d'aller lui parler parce que elle est endeuillée et du coup si je veux lui parler, je sais pas quoi lui dire parce que je veux pas lui demander si ça va parce que je sais pertinemment que ça ne va pas et je veux pas qu'elle craque devant moi. Je veux pas lui souhaiter mes condoléances parce que ça va juste remuer le couteau dans la plaie et je veux pas non plus lui faire des blagues parce que je vais avoir l'impression d'être complètement à côté de la plaque. Donc en fait, j'avais l'impression que les gens m'évitaient puisqu'ils ne savaient pas comment aborder le sujet du deuil. Alors que c'est quelque chose qu'il faut juste aborder avec compassion et je pense que c'est quelque chose qu'il faut, en tout cas si vous êtes dans cette situation à ne pas savoir comment consoler une personne endeuillée. Déjà, vous pourrez pas la consoler, on s'entend, mais le plus simple, c'est juste de briser la glace et de lui demander. Et moi, ça m'aurait fait plaisir, en tout cas, quand j'ai perdu mon père, que des amis viennent me voir et me disent « Qu'est-ce que tu as besoin en ce moment ? Qu'est-ce qui est bon pour toi ?» Juste des gens qui me disent, et je dis pas qu'il y en a pas eu, parce qu'il y en a eu, mais beaucoup étaient maladroits. Mais j'aurais juste voulu des personnes qui me disent « Qu'est-ce qui est bon pour toi ? Genre, je suis là pour toi, et je te soutiendrai, et je veux être là pour toi. Et si tu me dis que tu préfères être seule, eh bien, c'est ok. Si tu me dis que tu as envie d'être avec moi mais pas forcément de parler, c'est ok aussi. Si tu as envie d'aller boire un verre et de rigoler et de pas parler de tout ça, c'est ok. Mais dis-moi juste la position dans laquelle tu veux que je me mette pour que ça aille. Et parce que je t'aime et je suis là pour toi. Et je pense qu'il faut pas hésiter en fait, voilà, juste à demander à la personne parce que nous en tant que personne endeuillée, on sait pertinemment que les gens sont pas là pour nous faire du mal, mais on sent tellement que les gens se retiennent de nous parler, de nous dire les choses, que du coup on se sent encore plus mal parce qu'on sait même pas comment leur parler à elles, parce que là on se dit ouais mais du coup si je fais des blagues, la personne elle va me trouver bizarre parce que je suis pas censée faire de blagues puisque mon père est mort il y a 2 jours. Enfin, on se culpabilise beaucoup en fait. Voilà, c'était une parenthèse, je sais pas si ça vous aura servi, mais une parenthèse que j'avais envie de faire sur tout ça, parce que c'est vrai que le jour juste après l'enterrement, généralement c'est quand même très compliqué parce que voilà, les personnes ne savent pas comment te parler, les personnes sont maladroites, et puis comme je vous dis, et ça c'est quelque chose, mais dans ce podcast j'ai vraiment envie de briser ces barrières-là, les gens aujourd'hui, la mort c'est tellement tabou que dès que quelqu'un est endeuillé, on ne sait pas comment aborder la situation. On ne sait pas, ça met une situation malaisante pour la personne endeuillée et le proche de cette personne-là. Et du coup, on n'ose pas, on préfère ne pas dire, on préfère attendre que la personne aille mieux pour continuer à la voir, pour lui reproposer d'aller boire un verre, etc. Enfin voilà, on ne sait pas dans quelle situation se mettre. Donc si je peux vous dire quelque chose, c'est juste demander à la personne. Moi, ça m'aurait fait tellement du bien qu'on me demande juste qu'est-ce que tu veux faire en ce moment ? Est-ce que tu veux être toute seule ou est-ce que tu veux juste qu'on aille se balader sans forcément parler ? Voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Parce que moi, je suis là pour toi, je t'aime, j'ai pas envie de te lâcher, mais là, je suis dans une situation où je ne sais pas
Je ne sais pas parce que je n'ai pas vécu, je ne sais pas parce que je ne suis pas comme toi, je ne sais pas parce que je ne suis pas dans ta tête et je ne sais pas ce dont tu as besoin. Et ça, franchement, ça fait tellement la différence. Vraiment. Et, et si je dois reprendre l'ordre chronologique, du coup, bah voilà, je suis arrivée donc le vendredi, ça faisait même pas une semaine que papa était parti. Je suis arrivée le vendredi, j'ai recommencé à travailler. Très compliqué. Très compliqué parce que je fais une réunion donc avec la patronne et ma responsable et la gouvernante, donc la responsable des chambres. Et là, ma patronne commence directement par me dire bon, Lina, on va pas se le cacher, la mort de votre père, c'est mal tombé. Donc elle me sort ça en pleine réunion. Premier jour que je reprends le boulot et tout, hein, voilà. Là, je pars pleurer, évidemment. Je reviens. Là, elle me dit qu'il faut bien faire la part des choses entre vie pro et vie perso. Donc là, si ça avait tenu à moi aujourd'hui, là, je sais que je l'en aurais mis plein. Enfin, voilà, je sais comment j'aurais réagi vraiment au quart de tour. Mais là, j'avais juste plus la force de réagir. Donc j'ai juste laissé couler cette réflexion alors qu'aujourd'hui cette réflexion ne passe pas, vraiment. Et c'est encore une rancune que j'ai envers cette personne parce que cette réflexion ne passe pas et n'aurait pas dû passer. Enfin bref. Donc je reprends le travail. Mes collègues sont vraiment très gentils avec moi. Ils sont très gentils mais quand même un peu gênés parce que personne ne sait comment m'aborder. Tout le monde sait que j'ai perdu mon père. Et du coup, personne ne sait trop comment aborder ça parce que c'est arrivé de manière soudaine, etc. Et bref. Donc, je me souviens du chef John, le chef de cuisine, qui vient me voir et qui me demande juste si ça va. Et là, il m'a dit ça va. Et là, j'ai pleuré. J'ai pleuré beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai laissé aller mes émotions. Et après, c'était très compliqué parce que c'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'aille de l'avant parce que tout le monde autour de moi allait de l'avant. Donc là, je me suis dit, Lina, tu as deux options. Là, tu es à l'espace petit déjeuner de l'hôtel, tu es en train de pleurer dans la poubelle, littéralement. Tu es en train de pleurer la tête dans la poubelle parce que tu veux pas que ça s'entende. Donc là, tu as deux solutions. Soit tu plonges, vraiment. C'est-à-dire, soit tu plonges, tu tombes dans la dépression et tu n'avances pas dans ta vie et tu tombes dans la tristesse et tu n'as pas de projet. Et tu vis par procuration la vie que tu aurais voulu si ton père n'était pas parti et tu vis avec des regrets, avec des remords. Ou soit tu décides de prendre les dernières forces qu'il te reste et d'aller de l'avant. Et de chaque jour faire un pas en plus et de te dire « Papa, il serait fier ». Et tu décides consciemment de prendre le chemin de la réussite, du succès, de l'ambition et des aventures. J'ai choisi ce chemin. Aujourd'hui, j'ai choisi ce chemin de manière consciente. C'est-à-dire au début, c'était très conscient de ma part de me dire « Non, de toute façon, je suis une fille forte, je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort, mais attention, je ne fermais pas mes émotions pour autant. » Mais là, la tête dans cette poubelle à pleurer dans l'espace petit déjeuner de cet hôtel, non mais je m'en souviendrai vraiment, et c'est là que j'ai eu mon déclic, et que je me suis dit, je veux vivre une vie exceptionnelle, et je veux ne rien regretter parce que la vie est trop courte, et j'ai pas le temps de perdre mon temps, et je veux avancer. Et donc, je vais continuer à avancer, même si mon père n'est plus là, je vais continuer à avancer. C'est tout. Et c'est devenu un non négociable. Et au début, c'était encore faible. Je vous dis pas que j'ai explosé tout de suite et tout. Au début, c'était faible. Mais je gardais cette volonté de je vais m'en sortir. Je veux pas être dépressive. Je veux pas tomber en dépression. Je veux pas pleurer tous les jours de ma vie pour mon père. C'est pas ce qu'il aurait voulu. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que mes proches auraient voulu. J'ai les compétences pour avoir une belle vie. Donc, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Donc voilà le début de ce voyage intérieur. Donc là s'ensuit
une fin de saison d'été où tous les jours, j'arrive à l'hôtel, je bosse 6 jours sur 7, je fais beaucoup d'heures, vraiment, vraiment beaucoup d'heures. Et, et l'énergie que je mets dans une journée, c'est l'énergie que, en réalité, je mettais pour une semaine. Enfin là, je suis extrêmement fatiguée parce que j'apprends ce que c'est de garder la face, c'est-à-dire de mettre la face, c'est-à-dire je me lève le matin, je mettais un masque, je le garde toute la journée, donc je fais belle figure toute la journée, c'est-à-dire que je suis réceptionniste, je suis quand même là pour accueillir des personnes en vacances, donc il faut garder le sourire, il faut être heureuse, il faut voilà montrer, enfin être aimable, être sympathique, être bienveillant envers les personnes. Donc je garde la face pendant un mois et 10 jours. Pendant un mois et 10 jours, enfin non, un peu moins, ouais, on va dire pendant un mois, je finis la saison d'été comme ça, sur les rotules, mais en donnant l'impression que tout va bien et en gardant ce masque. Et en fait, cette situation dans mon voyage intérieur m'a beaucoup aidée parce que ça m'a forcé à rire, ça m'a forcé à voir des petites doses de bonheur tous les jours. Enfin, ça m'a forcé, si vous voulez, je me suis rendu compte en ayant ce masque que je prenais tellement de plaisir dans des tout petits trucs du quotidien, mais nuls quoi. Mais pas nuls justement, mais genre les petits trucs du quotidien me rendaient vraiment heureuse. De plus en plus. Par exemple, je me souviendrai toujours, dès que je prenais ma pause, des fois j'avais une pause un peu plus longue entre midi et 2, j'allais voir le barman au bar XT, enfin au bar extérieur. Je lui demandais un petit cocktail, un truc sans alcool, quoi, mais juste le temps de ma pause. Et juste le fait de le voir, vous savez, là, les zestes d'orange, quand les barman ils font une belle disposition de verre, juste le fait de le voir me faire éplucher l'orange pour que ça fasse un petit tourbillon vraiment bien fait et qu'il le cale sur le bord du verre. Mais juste ça, je prenais un plaisir dingue à admirer les détails comme ça, comme de l'orange enroulée autour d'un verre. C'est des détails tout bêtes, hein, mais du coup, en fait, c'est ça qui m'aidait à tenir. C'est m'émerveiller de petits trucs que j'avais jamais aperçus avant, en fait. J'avais jamais aperçu qui mettait autant d'énergie pour faire ce zeste d'orange en spirale. Enfin, voilà, je m'émerveillais de petites choses comme ça. Je m'émerveillais de Mathieu le pâtissier, s'il m'écoute. Je m'émerveillais de Mathieu le pâtissier qui faisait des glaces faites maison. Et je m'émerveillais à chaque fois qu'il me demandait de tester un goût. Et ben, j'ai découvert la glace abricot romarin, la glace framboise basilic. Voilà, je m'émerveillais de toutes ces petites choses et vraiment je les gardais parce que ça me raccrochait à la vie en fait, tout simplement. Ça me raccrochait à la vie et ça me raccrochait à l'instant présent, à ce qui était concret, ce qui était réel, ce qui était palpable. Et vraiment j'avais l'impression d'être cet enfant qui s'émerveillait de l'instant présent tout le temps parce que si je sortais du présent, je retombais directement dans le passé à penser à mon père et ça n'allait plus. Donc du coup, j'étais 100% dans le présent à goûter des glaces et à regarder le barman faire des zestes d'orange. Voilà. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je vous parle. Ça fait déjà 48 minutes. Je vais abréger un petit peu. Suite à tout ça, suite à tout cet été, je suis arrivée, j'ai vraiment eu à la fin de l'été l'impression de ne pas encore avoir commencé mon deuil parce que ça faisait un certain moment que je me préparais, pas que je me préparais, mais justement que je rejetais un peu l'idée, vu que j'étais à fond dans le présent, je m'autorisais pas à voir derrière ce qui se passait. Et je m'autorisais pas non plus à vivre, c'est-à-dire que si on m'invitait à boire un verre, je refusais parce que pour moi, je n'avais pas le droit de prendre du plaisir, puisque je venais de perdre mon père, donc aller boire un verre dans un bar avec des inconnus un mois après la mort de mon père, pour moi c'était pas respectueux, du coup je ne le faisais pas. Au fil du temps, je suis allée voir ma kinésiologue et j'ai accepté l'idée que j'avais le droit de continuer à vivre et le droit de continuer à prendre du plaisir dans ma vie.
Et petit à petit, j'ai recommencé à sortir, à rencontrer des personnes. Petit à petit, j'ai recommencé à rire. J'ai recommencé, et c'est moi qui ai dû le faire, j'ai recommencé à envoyer des messages à mes amis pour leur demander s'ils voulaient aller se balader, pour leur demander si une rando ça les tentait, pour leur demander s'ils voulaient aller faire du paddle avec moi sur le lac, pour leur demander s'ils voulaient bien aller boire un verre avec moi. C'est moi qui ai fait toutes ces démarches-là. Et petit à petit, je me suis autorisée tout ça. Et à la fin, du coup, en septembre, je termine la saison d'été. Je suis lessivée, vraiment, parce que j'ai perdu encore plus de poids. Je suis fatiguée, je fais beaucoup d'heures, je n'ai pas eu le temps de faire mon deuil. Et là, je me dis, Lina, il faut que tu partes. Et là, je décide de partir au Japon pour faire un voyage de reconstruction. J'en ai parlé un peu, du coup, brièvement dans l'épisode 0, des raisons de ce voyage et de ce qui m'a poussée à lancer ce podcast, patati patata. Je me dis, je pars au Japon pour commencer mon deuil, parce que je voulais commencer mon deuil dans un endroit où rien ne me rappellerait mon père. Et là, on peut dire que le Japon, c'est plutôt bien, parce que c'est plutôt loin, la culture est très différente. Du coup, je me suis dit, vas-y, je pars là-bas. Et je suis partie avec une photo de mon père et mon sac à dos. Et voilà. Et d'ailleurs, je pense que je mettrai l'une des photos de mon père en couverture de cet épisode. Je suis partie en voyage de reconstruction. Ça m'a aidée à commencer à faire mon deuil. Et depuis, je me sens beaucoup plus épanouie. Je sens que j'ai commencé mon deuil. Et c'est quelque chose, je pense que ça fera l'objet d'un autre épisode de podcast. Le comment je me sens aujourd'hui, et c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au Japon pour que j'avance dans ce chemin du deuil. Mais en tout cas, cet épisode-là, aujourd'hui, je l'ai fait pour vous parler du début de ce voyage intérieur, de comment ça se passe les premiers mois après qu'on ait perdu un parent, un proche, n'importe qui, un ami, une connaissance. Tant que ça nous fait du bien d'en parler, c'est bien. Et tout ça pour vous dire aussi que du coup, si je dois résumer quelques leçons que cette étape m'a apprises, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte que la mort de mon père, c'est ma plus grande force, et que mon plus grand regret, c'est de ne pas m'être aperçu de cette force avant de le perdre. Et je voulais vous dire aussi que, du moins après la mort de papa, j'ai commencé à dire les choses à mon entourage, parce que mon père avait quelques problèmes et ça faisait longtemps que je voulais avoir une discussion avec lui. Ça faisait très longtemps. Ça faisait longtemps que je voulais avoir une discussion avec lui, sauf que je me rebellais un peu. Et les derniers mots que j'ai dit à mon père, je vais pas vous les dire parce que c'était vraiment pas glorieux. Et ça faisait longtemps que moi je lui en voulais parce que je le voyais se gâcher la santé. Et ça faisait longtemps du coup voilà, que je voulais avoir une discussion avec lui. Et que je reportais ce moment parce que je voulais trouver le bon moment pour lui parler. La vérité, c'est que il est parti comme ça, sans prévenir. La mort, elle prévient pas. La mort, elle prévient jamais. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour dire les choses et pour avoir des explications, pour avoir une explication avec quelqu'un, avec un proche, avec une personne que vous aimez. Donc, si vous devrez retenir une chose de ce podcast, c'est vraiment dites les choses à votre entourage. Dites-leur que vous êtes fiers, prenez-les dans vos bras, dites-leur que vous les aimez, parlez de certains sujets, même si c'est tabou, même si vous avez peur de leur en parler, même si, voilà, ayez cette discussion que vous hésitez à avoir depuis des années. Ayez-la, parce que le jour où il part et que vous n'avez pas eu cette discussion, s'enchaîne un travail de remise en question et de regret immense qui peut durer toute une vie. Je sais que j'aurai toujours ce regret en moi, en tout cas, de ne pas avoir pu parler à mon père. Donc, vivez vraiment, exprimez vos sentiments, exprimez vos ressentis et n'attendez pas, je vous répéterai toujours, n'attendez pas le bon moment, entre guillemets, pour parler aux gens, pour exprimer ce que vous ressentez. N'attendez pas le bon moment parce qu'il n'y en a pas, c'est tout. et le moment est toujours le bon, de toute façon. Après,
Je veux aussi, si toi là qui m'écoutes, tu es en deuil, sache que tu as le droit de ressentir ce que tu veux et de croire ce que tu veux. S'il y a bien une chose que j'ai appris en faisant le deuil de mon père, c'est que personne, je dis bien personne, n'a le droit de juger la façon de laquelle je fais mon deuil. Et si je veux penser, je sais pas, si je veux croire en la réincarnation, si je veux croire au paradis, à l'enfer, si je veux croire au nirvana, si je veux croire qu'il s'est réincarné en buisson ou en rocher ou quoi que ce soit, voilà, si je veux croire quoi que ce soit, si je veux décider de voir des signes, si je veux décider que quand en Martinique j'ai vu un colibri voler devant moi, si je veux décider que c'est mon père, si je veux décider que mon père il est présent dans l'étoile que je regarde tous les matins ou dans patati patata, c'est ok. Parce que personne n'a de réponse absolue sur ce qui se passe après. Aucune religion n'a de... Enfin, les religions ont des réponses, mais rien n'est acté, quoi. Donc, il n'y a pas de vrai sur la notion de mort. Après, c'est toujours mon avis, mais sur la notion de mort, sur ce qui se passe après, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, il y a juste des avis différents. Et tu as le droit de penser ce que tu veux, tant que ça te fait du bien. Moi, si je veux penser, c'est pas le cas, mais je vais pas dire justement ce que je pense, parce que ça, c'est quelque chose de personnel. Mais par exemple, si je veux penser que mon père s'est réincarné en arbre à côté de chez moi, eh bien, c'est mon droit, et personne n'a le droit de le juger, parce que c'est ce que je pense, et moi, ça me fait du bien de penser ça, du coup, je pense ça. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas ce que je pense, mais encore une fois, voilà, j'ai pas envie de dire ce que je pense aujourd'hui, donc c'est un exemple, mais voilà. Et... Et une autre chose pour vous, les personnes qui pouvaient écouter et qui ont des proches qui sont partis ou qui ont des amis qui ont perdu leurs parents et qui savent pas comment leur parler, et bien juste montrez-leur que vous êtes là. Montrez-leur juste qu'il n'est pas seul et que vous êtes là. Et demandez-leur ce que vous voulez qu'ils fassent en fait. Enfin, ce que vous voulez qu'il vous fasse. Enfin, vous avez compris. Mais juste demandez-leur et communiquez. Parce que ça fait tellement de bien de se sentir entouré. Et même si des fois on a envie de voir personne, eh ben, ça fait du bien de savoir quand même que même si on ne veut pas les voir, qu'il y a des gens qui sont là avec nous. Et que si on a besoin, on peut leur parler. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura fait du bien, vous aura appris des choses ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est le premier épisode qui va Pardon, je me suis excusée envers une bouteille d'eau, tout va bien. C'est le premier épisode là qui va parler du deuil. Il y en aura d'autres, c'est certain. C'est certain, il y en aura d'autres parce que c'est un sujet vraiment important. Et toi qui écoutes cet épisode, si tu as envie d'être invité dans ce podcast pour parler de ce sujet-là, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou un DM sur Instagram, donc sur @-du8 instant simple, ou par mail à contact@instant-simple.com. N'hésite pas à me partager voilà ton vécu, et parce que c'est un sujet où je conçois que c'est difficile d'en parler, mais j'ai vraiment envie de le dédramatiser, d'enlever ce tabou qu'on peut avoir, parce que je sais que moi, en tout cas, ça m'aurait fait du bien d'entendre du contenu dans ce genre-là quand j'étais à cette étape-là. Ça m'aurait fait du bien de savoir que aujourd'hui, je vais bien et que aujourd'hui, la mort de mon père, j'en fais une force. Ça m'aurait fait du bien d'entendre que c'est possible d'avoir des parcours comme ça et de pas juste se dire que je tombe en dépression, etc. Non, c'est possible de vivre un deuil et de transformer sa vie de la meilleure des façons suite à un deuil. C'est possible. Et voilà, j'ai vraiment envie de vous partager ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de partager votre histoire, n'hésitez pas à me l'envoyer. Et sur ce, bien, cet épisode fut long. Je ne vais pas le retoucher. Je vais le laisser nature peinture, comme on dit. Si vous avez écouté jusque-là, si vous voulez me soutenir, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. Laissez une note, un commentaire. Ça me ferait
c'est dur quand même. Hein. Ça, ouais, c'est compliqué. Mais ça me ferait vraiment plaisir que vous parliez de ce podcast autour de vous, que vous en fassiez la promotion, etc. Voilà. Partagez, échangez et sur ce, je vous dis à très vite. Allez, coupez, comme on dit au montage.